dans un palais de justice. Des tirs de gaz lacrymogène ont rythmé une intervention musclée des forces de l'ordre dans un palais, dans une salle d'audience surchauffée en raison d'une vive contestation des avocats contre une procédure judiciaire visant la mise en détention de leurs confrères. À suivre dans ce journal le film d'une folle journée vécue dans le palais de justice à Bonanjo, en plein cœur du quartier administratif de Douala. Et en Côte d'Ivoire, le climat sociopolitique est-il en train de se décrisper après l'annonce d'une probable rencontre entre le président Alassane Dramane Ouattara, réélu à la tête de la Côte d'Ivoire, et l'ancien chef d'État, chef de file de l'opposition, Henri Konan Bédié. Le blocus a été levé devant sa résidence. Pendant ce temps, les autres opposants continuent de faire l'objet d'arrestations. On en parle dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette nouvelle forme de délinquance juvénile qui prend de l'ampleur à Douala. Des adolescents désertent les campus scolaires pour consommer de l'alcool et se livrer à des gestes obscènes au point de mettre en danger leur propre vie. Il s'agit d'une dizaine d'élèves appréhendés en plein acte sexuel pratiqué sous l'emprise de l'alcool dans une maison de fortune en plein cœur de Douala. Enquête signée Equaclo, Donald Brice Kamgan et Dallas Chana. Elles n'ont que 15 ans, mais des actes bien plus matures que le âge ne laisse penser. Ces deux gamines font partie d'un groupe de 9 personnes, dont 7 élèves ayant été surprises en pleine séance pornographique. Nous leur attribuerons les prénoms Patricia et Nikes. Nous sommes arrivés à l'école en retard. Maintenant, l'une de nos copines nous a dit qu'il y a une fête, qu'elle nous invite, qu'on puisse partir. Dès qu'on arrive là-bas, on voit il y avait 3 bouteilles de whisky et 2 bouteilles de Coca-Cola. On a commencé à boire, on buvait. Les garçons là ne buvaient pas. Moi, j'ai trouvé ça suspect, non? Pourquoi on boit, eux, ils ne consomment pas. Après s'être remplis d'alcool, les plus vulnérables chutent sous le coup de l'ivresse. Parmi eux, l'une des plus petites, Nikes. C'est là où moi je suis aussi tombée. Celle-ci s'est couchée sur moi, a commencé à crier que sauvez-nous, sauvez-nous. C'est là où elle a attiré l'attention des maîtres du marché avant qu'ils sont entrés. Bien après, justement, on est venu, la gendarmerie est venue nous porter. Voici où tout a commencé. Dans une chambre de cette concession, au quartier Makepe Misoke. Et c'est la brigade territoriale de Bépanda qui est intervenue pour mettre aux arrêts les mises en cause. Les voisins qui sont au marché de l'autre côté ont suivi les cris des enfants. Quand ils ont suivi les cris des enfants, ils ont dit que non, ces cris semblent être suspects. C'est là où les mamans là se sont mises à courir. Ils sont venus se placer là à l'entrée. Il y a le premier jeune homme qui vient, il prend le virage là-bas. L'autre sortait. Quand il se place ici, il regarde, il constate que là, il y a un jeune homme qui est placé là. Quand le jeune homme avait dit il y a quoi, il fuit, il rentre. Quand il fuit, il rentre, il bloque la porte. Le jeune homme vient se placer là, il entend encore les murmures de beaucoup des enfants dedans. C'est où est-ce qu'il frappe la porte se casse. Quand il ouvre, il voit les enfants sont couchés. Mais n'empêche, aucun des 9, dont certains sont gardés à l'unité de gendarmerie, ne semble se souvenir d'actes répréhensibles. À l'hôpital protestant Achar, où sont suivies 2 des 5 filles impliquées dans la scène intime, le docteur Daniel Ngué nous apporte quelques précisions sur l'état des 2 gamines à leur arrivée. Elle avait des blessures au niveau du vagin, donc il prouve qu'elle était abusée probablement sexuellement. Probablement sexuellement parce qu'on ne peut pas dire ce qu'elle a abusé, donc c'est probablement sexuellement. Et la deuxième fille qui était plus agitée aussi a eu des petites blessures aussi dans le vagin. Oui, dans le vagin. Donc, qui pousse à croire qu'elle aussi a eu des rapports sexuels. Toutes les 5 filles sont du collège privé Maturité à Bépanda. L'établissement a tenu un rassemblement spécial ce mercredi afin de sensibiliser et mettre en garde
les apprenants sur de telles dérives. Le conseil de discipline aura donc justement à trancher sur cette question de la consommation d'alcool, que ce soit en milieu, en interne, c'est-à-dire dans le campus ou même à l'extérieur, en tenue de classe, présage très mal pour l'image de l'établissement. Et donc du coup l'établissement ne restera pas sans rien faire. Les enfants seront traduits au conseil de discipline et les décisions seront prises à ce niveau-là. Les parents ou assistent désemparés à de telles scènes. 2 des 9 jeunes concernés sont des non scolarisés. C'est l'histoire d'une femme séquestrée dans un hôpital public après avoir mis au monde des bébés siamois séquestrés pour facture impayée, facture élevée à près de 194 000 francs CFA. Face aux supplications de la famille, l'hôpital n'a pas cédé. Les bébés décédés ont été retenus dans cette formation hospitalière avant d'être inhumés en l'absence de leur génitrice. La famille est désemparée et dénonce l'attitude de l'administration hospitalière à Yaoundé. D'autres précisions avec Rodrigue Gassi et Marcelin Gransap. C'est une famille désemparée et dépassée par les événements que nous retrouvons à l'entrée principale de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, 12 jours après la mise au monde de bébés siamois de sexe féminin. Le 28 au soir, elle a commencé les contractions. Nous sommes arrivés ici, il était presque 21h. Elle a été admise en salle et là on l'a opérée. Les bébés sont nés siamois, comme vous le voyez d'ailleurs. On nous a fait comprendre que comme elles sont nées siamoises, on ne peut pas nous renvoyer à la maison. Il faudrait absolument qu'on les laisse ici. Nous sommes, je pense, le 12e jour. Le 12e jour était hier. Elles ont rendu l'âme. Sauf que c'est 24 heures après le décès des bébés que la famille éplorée a reçu les dépouilles, alors que dans leur tradition, ces nourrissons auraient dû être enterrés le même jour. À l'origine de cette séquestration, le défaut de paiement d'une facture d'environ 200 000 francs CFA. Depuis que nous sommes internés à Génico, on a déjà eu à dépenser plus de 700 000 francs. Maintenant, on nous réclame 194 000 francs. Mon mari a proposé qu'il laisse sa carte d'identité et son numéro de compte. Ils ont refusé. Ils ont séquestré les enfants jusqu'à ils sont déjà en train de se décomposer. Depuis hier, les factures ne faisaient que passer. Bon, on ne sait pas, la mort est arrivée, on n'a pas envisagé que ça devait arriver ainsi. On les a proposé ceci, on peut même faire la dette de reconnaissance. On nous libère et la maman et les enfants, puis on va payer ça petit à petit. Jusque-là, ils ne sont pas du même avis que nous. Les infirmiers disent qu'il faut rencontrer le major. Il est dans sa chambre. Je lui dis que mon frère, je sais que tu es, à te voir, tu peux quand même connaître la tradition bétique. Les bébés, on les enterre immédiatement. Il dit, en refermant la porte, vous allez attendre les factures, qu'on calcule les factures demain. Je lui dis que, mais mon frère, vous allez manger ces enfants, remettez-moi les enfants. Je vous donne ma carte d'identité et je vous donne mon numéro de compte. Jusqu'à l'heure-ci de 19h que les enfants sont décédés hier. Voilà les enfants. Ils puent déjà là où vous voyez là. Et moi, je dois aller les enterrer dans ma belle famille. Finalement, lorsque la direction de l'hôpital consent à libérer les bébés décédés, après moult tractations, elle s'accroche sur la génitrice pour se faire payer. Présentement, on nous a remis les bébés, mais la maman est là, disant qu'il faut qu'on s'acquitte des frais de l'hôpital. Bon, la question qu'on se pose, c'est que où est donc les affaires sociales? Ou quel est leur rôle? Contactée par nos soins, la direction de l'hôpital n'a pas souhaité s'exprimer. Pendant ce temps, la mère des siamoises décédées continue d'être séquestrée à l'hôpital gynéco-obstétrique, alors que le service social de cette formation sanitaire était censé se saisir de ce dossier. On nous a fait comprendre qu'on avait à saisir les affaires sociales. Nous sommes allés là-bas aux affaires sociales. Tantôt, il faut attendre le DG. Tantôt, c'était du genre, non, on part là-bas, non, cela ne relève pas de mes compétences. On s'en va là-bas, ça ne relève pas de mes compétences. Bon, bref. Ce sont eux qui ont prescrit les examens et ils n'ont pas le scanner, ils n'ont pas l'éco-cœur. Les deux enfants s'y vivent avec un seul cœur. Donc c'est le cœur de l'autre qui alimentait l'autre. Il suffisait seulement qu'un décède et que l'autre meure aussi parce qu'ils utilisaient un seul cœur. Les siamoises, qui n'ont vécu que pendant 12 jours, reposent en Colméan, non loin de Nkwaban, dans l'arrondissement de Kolafamba. Retenue à l'hôpital pour 194 000, Nadège Valérine Dengue, leur génitrice, n'a pas pu vivre ces derniers instants.
Rappelons que ce n'est pas la première fois que des patients sont séquestrés dans certaines formations hospitalières de la capitale pour défaut de paiement des factures d'hospitalisation. Je vous le disais en titre, des tirs de gaz lacrymogène ont rythmé une intervention musclée des forces de l'ordre dans une salle d'audience surchauffée en raison d'une vive contestation des avocats contre une procédure judiciaire visant la mise en détention de leurs confrères. La scène se déroule dans un palais de justice à Bonanjo, quartier administratif de Douala. Le récit des faits avec Jean-Paul Chouniat. Des policiers matraquent au poing qui débarquent en cascade dans une salle d'audience et sautent sur des avocats. Molestés et roués à coups de gourdin et rangers. Un téléphone portable filme la scène dans ce tribunal de première instance de Douala Bonanjo. Du jamais vu dans une juridiction au Cameroun. En plus de la bastonnade, ces avocats en colère sont gazés à coups de lacrymogène. Un épais nuage de fumée fait couler des larmes, des yeux qui picotent, tels dans une cuisine alimentée au mauvais bois de chauffage. La charge répressive est bien lourde, c'est le sauve qui peut, dans tous les sens. Et en dépit des coups et blessures, cet avocat vide son sac de colère sur des magistrats accusés d'être auteurs de ce spectacle déshonorant dans un palais de justice. C'est archi inadmissible. Ça a commencé en 2016 en zone anglophone. Vous avez ordonné aux policiers de piétiner les avocats et de marcher sur leur robe. Aujourd'hui, le Cameroun est à feu et à sang. Ça ne dit rien à personne. Et on vient tirer sur nous. On vient tirer sur nous. C'est pas possible. Dispersée, la masse d'avocats se reconstitue à l'arrivée des gendarmes, venus d'Ada en renfort pour apaiser les cœurs et les esprits dans une pièce surchauffée à plus de 100 degrés de tension. De sources bien introduites, le désaccord entre ces magistrats du tribunal de première instance de Douala Bonanjo et les avocats part de la mise sous mandat de dépôt de deux de leurs confrères à la prison centrale de New Bell. Ces deux avocats seraient impliqués dans une affaire de magouille et de corruption dont le partage du magot aurait mal tourné entre les avocats mis en cause et les magistrats du tribunal de première instance de Douala Bonanjo. Au sein de la corporation des hommes en robe noire, des avocats interpellent le ministre Laurent Esso pour tirer au clair cette affaire qui n'honore pas du tout l'image de la justice camerounaise. L'honorable député Jean-Michel Nitieux réagit à ces actes de répression à l'encontre des avocats. Pulvériser du gaz lacrymogène sur des avocats revêtus de leur toge en pleine salle d'audience d'un palais de justice, les brutaliser physiquement participe d'un profond recul de liberté, d'une barbarie insoutenable et d'une banalisation de la profession d'avocat que même les pires dictatures au monde n'oseraient franchir. Au regard de l'incarcération des avocats d'expression anglaise vécue au début de la crise dans les régions anglophones, le député SDF redoute le pire et accuse les commanditaires de cet acte de ridiculiser l'ordre des avocats du Cameroun qui constitue l'un des piliers de la chaîne des contre-pouvoirs dans une république. Selon Jean-Michel Nitieux, le recours à la force au détriment du dialogue et la négociation a toujours été le propre des faibles et des haineux. Sans justice, il ne peut y avoir de paix, conclut-il. Et Cabral Libi, président du PCRN, député également, a publié une litanie de réformes visant à mettre fin au dysfonctionnement décrit dans l'exercice du pouvoir judiciaire au Cameroun. Parlons à présent de santé avec le diabète. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre cette maladie, il y a près de 615 000 personnes atteintes du diabète. Des médecins et spécialistes tirent la sonnette d'alarme et dressent un état des lieux plutôt inquiétant. Le constat est fait avec Nadine Yambou. Au Cameroun, ce sont plus de 615 000 personnes qui vivent avec le diabète, soit un taux de prévalence de 6% de la population adulte.
Les spécialistes de la santé révèlent que nous portons en nous les causes de nos propres malheurs. Le fait que dans la famille, il y a un ascendant qui a fait le diabète, ça nous expose à faire le diabète. Si on est quelqu'un de sédentaire, qu'on ne bouge pas beaucoup, on peut faire le diabète. Si on est fumeur, on peut faire le diabète. Si on a ce qu'on appelle l'obésité, qui n'est rien d'autre qu'une surcharge pondérale, on peut faire le diabète. Si on est une femme enceinte, on est exposé à faire le diabète. Et si on est une femme et qu'on a mis au monde des gros bébés, on est également exposé à faire le diabète. Le diabète, cette maladie chronique, qualifiée de tueur silencieux, fait de nombreuses victimes chaque année au Cameroun. Seulement, elle est très peu connue du grand public. Le diabète, c'est tout simplement une affection chronique qui va se caractériser par une hyperglycémie. Donc, on aura un taux de sucre dans le sang qui sera supérieur ou égal à 1,26 g. Et ce taux est valable pour une hyperglycémie à jeun. Alors, cette hyperglycémie sera accompagnée du fait que le malade aura envie d'uriner fréquemment, il va boire énormément de l'eau, il va manger excessivement, il va maigrir. Et comme autre signe, il peut présenter des signes, des troubles visuels, il aura des crampes, il aura des douleurs au niveau des pieds et parfois, les hommes peuvent avoir ce qu'on appelle la dysfonction érectile. Selon des médecins, un dépistage précoce du diabète est capital pour une prise en charge rapide, éventuellement agir au plus vite sur les complications. Il n'est pas aisé pour un patient de devoir vivre toute sa vie avec le diabète. Et le diabète, c'est une affection qui, de par ses complications, entraîne des taux de décès élevés. D'où une forte sensibilisation pour pouvoir baisser ce taux de décès. Pour la prise en charge globale du diabète, vous savez, tout commence par le régime alimentaire et une activité physique stable et régulière. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le diabète, des formations sanitaires s'ouvrent au grand public pour permettre à tout un chacun de connaître son statut. Il est question de dépister le diabète en prenant la glycémie aux malades. Nous allons également dépister l'hypertension artérielle. Ce sont deux affections qui vont très souvent ensemble. Et nous dépisterons également la maladie rénale, qui est la complication du diabète, qui est la complication de l'hypertension artérielle. À côté de ce dépistage-là, on fait également la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on essaye d'éduquer davantage ceux qui sont déjà malades sur leur affection, pour qu'ils puissent comprendre qu'il est possible de vivre avec sans souci. Maladie dangereuse, le diabète peut être évité en adoptant un mode de vie sain. Et comment vivre avec le diabète? C'est un exercice bien pénible pour de nombreux malades atteints du diabète. Entre des repas équilibrés, le recours aux médicaments, le contrôle du taux de sucre, mais également le diabète qui oblige à suivre un ensemble de règles parfois contraignantes pour éviter des complications et des malaises. Des malades rencontrés lors des campagnes de dépistage du diabète racontent leur quotidien bouleversé à la suite de cette maladie. Cédric Chouna et Nadine Yambou. Hôpital général de Douala, la population est au rendez-vous du dépistage contre le diabète. Dans la foule, des personnes victimes qui dévoilent leur statut et l'impact de cette maladie sur le mode de vie. J'ai appris que si tu es diabétique, tu pisses beaucoup dans la nuit. Bon, j'ai commencé à beaucoup pisser, je suis allée à l'hôpital, on m'a dépisté. C'était en 83 qu'on m'a dépisté le diabète. J'ai eu une blessure au pied et j'ai réalisé qu'à chaque fois que je consommais un aliment sucré, ma blessure faisait de plus en plus mal. Le médecin m'a prescrit un examen de glycémie qui s'est avéré être positif. Après un test de confirmation, il a conclu que j'avais du diabète. J'ai paniqué, je me suis dit que j'allais mourir. Mais avec ses conseils, j'ai compris qu'on peut vivre avec le diabète et si on respecte normalement son régime. Tout à côté, cette autre femme se découvre malade du diabète au cours d'une visite de routine chez le médecin. Oui, je fais ma glycémie presque tout le temps. Parce que déjà, je suis d'une famille des obèses, quoi. J'ai été malade en janvier. Depuis 2020, je n'ai pas la santé. Et en mai 2020, oui, ça a commencé à m'inquiéter par rapport à ma glycémie. Vivre avec le diabète impose un régime alimentaire strict et pratiquer régulièrement une activité physique.
Un ensemble d'éléments que bon nombre de malades peinent à respecter. J'essaie de faire ce que je peux pour suivre mon régime alimentaire, mais ce n'est pas facile. Des fois, j'ai envie de consommer quelque chose de sucré et en grande quantité. Malheureusement, quand je le fais, mon taux de sucre monte. Si de nombreux malades au Cameroun s'ignorent encore, il est à noter qu'avec la pandémie de coronavirus, de nombreux malades n'ont pas pu honorer le rendez-vous chez le médecin, aggravant ainsi leur état de santé. Chaque 3 mois, j'allais régulièrement pour mon rendez-vous chez le médecin. Mais avec la pandémie de coronavirus, je suis restée 9 mois à la maison sans venir à l'hôpital pour le contrôle. Et j'ai eu quelques soucis de santé et mon taux de glycémie avait augmenté. La campagne organisée ici à l'hôpital général de Douala, comme dans bien d'autres formations sanitaires, permet de savoir si on est susceptible de faire la maladie. C'est au terme d'une série d'examens approfondis que l'on découvre finalement son statut. L'inclusion financière est la chose la moins partagée chez les femmes au Cameroun. C'est du moins ce que révèle l'INS dans une étude. Il est noté que très peu de femmes ont accès aux services bancaires et autres produits financiers pour leur permettre de disposer d'une autonomie financière. Cette donnée révèle comment il y a une disparité entre les femmes et les hommes concernant l'inclusion financière et ceci a un impact sur le plan économique et social. D'autres détails avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Faire de l'inclusion financière un levier important de la lutte contre la pauvreté. Le Cameroun a pris cet engagement en adoptant en 2015 la stratégie nationale de la finance incluse. Il est question de donner la possibilité aux individus et aux entreprises d'accéder à moindre coût à toute une gamme de produits et de services financiers utiles et adaptés à leurs besoins. Une enquête sur le lien entre la pauvreté monétaire et l'inclusion financière sous le prisme du genre révèle que les pauvres sont moins financièrement inclus que les non-pauvres et les femmes de 15 ans ou plus sont moins financièrement incluses que les hommes. Une relation étroite existe également entre la pauvreté et l'inclusion financière chez les femmes. L'enquête menée par l'Institut national de la statistique recommande que l'inclusion financière soit utilisée comme levier pour la lutte contre la pauvreté et particulièrement chez les femmes. 60% des femmes sont relativement moins incluses que les hommes. Les disparités observées globalement selon le sexe le sont aussi selon le milieu de résidence. L'inclusion financière formelle, qui est celle opérée auprès des banques et des autres institutions financières formelles, est plus sollicitée par les hommes que les femmes, tant chez les pauvres que les non-pauvres, 55,8% chez les hommes et 43% chez les femmes. Par contre, la forme informelle est plus observée chez les femmes pauvres, avec 14% du taux d'utilisation, contre 8% chez les hommes pauvres. Le taux de bancarisation chez la population de 15 ans et plus, que mesure ici l'utilisation des services financiers offerts par les banques, se situe à 9,5% pour l'ensemble. Chez les pauvres, il est relativement plus élevé chez les femmes, 7,8%, que chez les hommes, 4,3%. À l'inverse, l'on observe 17% pour les hommes et 7% pour les femmes. Dans ce chapitre économie, l'encours de la dette du secteur public évalué au 30 septembre 2020 est de 10 164 milliards de francs CFA, soit 45,8% du produit intérieur brut du Cameroun. Cet encours est constitué essentiellement de la dette directe de l'administration centrale et la dette avalisée par l'État du Cameroun. L'encours provisoire de la dette des entreprises et établissements publics est évalué à environ 833 milliards de francs CFA, soit 3,8% du PIB. Cet encours provisoire de la dette des entreprises publiques est porté principalement par la dette de la Sonara à hauteur de 84,5%. Selon la Caisse autonome d'amortissement, le cumul de services de la dette déjà réglé en 2020 est d'environ 381,5 milliards de francs CFA. Ces différentes données sont publiées dans la conjoncture mensuelle de la dette publique, document disponible sur le site de la Caisse autonome d'amortissement. Parlons à présent de l'insécurité dans la ville de Bafoussam, capitale régionale de l'Ouest. La police a mis la main sur un gang de malfrats qui sémait la terreur dans cette ville. D'autres détails avec Leclerc Tsakem.
Ces 3 mousquetaires opèrent dans la région de l'Ouest Cameroun. Tous repris de justice viennent le tomber dans les filets de la police. Kémonier lui, alias Lolo, le chef de gang Songan Janou, alias Armatan et Ndassi Christos. À leur artiste, plusieurs braquages et assassinats, dont le jeune conducteur de moto Talamarco, assassiné dans sa chambre il y a un peu plus de 2 semaines au quartier Véché dans la ville de Bafoussam. Nous avons une série de braquages dans la ville depuis un certain temps. Une série de plaintes également. Suite à une information, mes collaborateurs de la brigade anti-gang ont déployé leur réseau. C'est suite à ces déploiements que nous avons pu interpeller un premier individu dont l'exploitation nous a permis de prendre des autres individus qui sont tous très dangereux. Nous avons pris jusque-là 3 armes. Nous sommes en train de chercher une 4e arme qui est encore dans la nature. L'exploitation du sieur Kémonier, lui, va permettre de mettre la main sur ces alcooliques, dont le chef de gang, basé à Foumout, ainsi que la récupération de plusieurs objets. Les populations sont invitées à plus de collaboration en dénonçant toute présence suspecte. Nous avons toujours encouragé une synergie entre les populations et les forces de maintien de l'ordre. C'est cette symbiose-là qui va permettre que nous mettions à bout les malfrats qui sont dans notre ville depuis un certain temps déjà. C'est le lieu ici de louer même cette collaboration-là qui nous a permis jusque-là d'atteindre le résultat que vous voyez là. Nous encourageons les populations à continuer à faire confiance aux forces de maintien de l'ordre en général, à la police en particulier, pour que nous nous mettions définitivement hors d'état de nuit ces malfrats qui ont décidé de lire domicile dans notre cité capitale. Après la reconstitution des faits dans la ville de Bafoussam, ces hors-la-loi ont été déférés au parquet pour répondre leurs actes. Vous deux, comment? Allez-y, En bref, à présent, dans l'escale internationale, ces images de la rencontre entre Alassane Dramane Ouattara et Henri Konan Bédié, rencontre qui a eu lieu en fin d'après-midi à l'hôtel Golf situé en plein cœur de Cocody, quartier résidentiel à Abidjan. Et le président de la Côte d'Ivoire, réélu il y a quelques semaines, note sur son compte officiel Facebook qu'il a eu un entretien fraternel avec le président Henri Konan Bédié pour rétablir la confiance et œuvrer à la préservation de la paix dans le pays, la Côte d'Ivoire. Il dit ensuite, nous sommes convenus de nous revoir très prochainement pour continuer le dialogue. C'est ainsi exprimé Alassane Ouattara sur son compte Facebook officiel. Henri Konan Bédié n'a pas encore réagi à la suite de cette rencontre qui a eu lieu entre l'ancien président ivoirien, chef de file de l'opposition, et le président réélu Alassane Dramane Ouattara. Des publi-reportages dans ce journal. D'abord, l'expérience Orange Cameroun en toute liberté et avec une opportunité exceptionnelle qu'annonce Orange Cameroun pour ses clients, notamment à travers l'application MyWay Plus, découverte dans ce reportage. Orange Cameroun inonde de cadeaux ses consommateurs. En cette fin d'année, le leader du paiement mobile au Cameroun offre cette fois une expérience digitale exceptionnelle à sa clientèle. Il s'agit de l'offre MyWay Plus via l'application MyOrange. C'est l'offre MyWay Plus qui est accessible via l'application MyOrange et qui permet aux consommateurs Orange de pouvoir vivre une expérience client absolument exceptionnelle. C'est une offre moins chère et c'est une offre qui permet aux clients de pouvoir construire ses offres, ses forfaits voix, ses forfaits data en toute liberté. Un smartphone acheté égale un smartphone offert. Pour toute première activation de l'application MyOrange, leurs appels vers Orange et leur connexion Internet est offerte pendant toute la journée jusqu'à minuit. Nous avons compris la grande soif de digital de nos clients qui a été accentuée par la pandémie actuelle et nous y avons apporté
une réponse innovante et nous avons décidé de permettre à nos clients de pouvoir bénéficier de leurs différentes offres et services de façon entièrement digitale et de façon entièrement libre. MyWay Plus est le symbole de pour ce géant de la télécommunication. Une véritable preuve. Toujours aller plus loin pour le plus grand bien de tous. Alors, l'expérience client chez Orange Cameroun, c'est une priorité parce que c'est pour le client que nous existons et sans le client, Orange n'a pas de raison d'être. Orange Cameroun a investi de façon considérable dans le déploiement du réseau 4G et nous travaillons aussi à améliorer la relation avec nos clients en diversifiant les canaux d'interaction que nos clients ont avec la marque. Mais nous avons surtout développé la relation avec nos clients sur les réseaux sociaux et sur MyOrange. C'est de télécharger l'application MyOrange pour ceux qui ont des iPhones sur l'App Store, pour ceux qui ont des Android sur Play Store. L'application, elle est gratuite et elle est disponible. Pour ceux qui ont déjà l'application, il suffit de mettre à jour l'application. À travers cette mise à jour, ils auront accès à l'offre que nous avons lancée MyWay Plus et à toutes les facilités que nous offrons. Orange. À l'occasion de l'année scolaire en 2020-2021, le groupe scolaire bilingue d'enfants a organisé une rentrée solennelle à travers des manifestations culturelles et sportives dans un cadre approprié pour l'épanouissement des enfants. Reportage. Ce son marque le début d'une rentrée effective à l'Institut polyvalent Nonfa de Douala depuis le 5 octobre 2020. Démarre effectivement à 7h30. La nouvelle donne, tant prônée par la Socinane, a aussi vu le jour. Je ne sais pas disciplinaire, donc, par rapport à la nouvelle donne, l'état des enfants. Lorsque l'enfant est retard, le parent est informé, par un message, et au deuxième retard, le parent est convoqué. La nouvelle donne sur le plan scolaire est marquée par la dispensation des cours avec vidéoprojecteur et des cours en entreprise. De la croissance de l'entreprise, de son développement, puis des éléments qui en font ce qu'elle est aujourd'hui. Sur le plan sanitaire, les mesures de lutte contre la Covid-19 sont respectées. Dans la même lancée, des accords de partenariat ont été signés avec des cliniques pour des soins aux élèves. La nouvelle donne, c'est aussi le sport. La pratique de plusieurs disciplines sportives à l'Institut polyvalent Nonfa est désormais une réalité. Et pour ce lancement, des matchs de gala ont été organisés ce vendredi. Un match de volley, 2 matchs de handball, hand masculin et hand féminin. Mais aussi un match de football pour clôturer la journée au complexe multisport de l'Institut polyvalent Nonfa. Pour l'Institut polyvalent Nonfa, l'objectif clairement affiché est d'obtenir un taux de réussite de 100% aux examens officiels. Nous avons un objectif à atteindre. Et notre objectif, d'abord dans les classes d'examen, oui, c'est le succès. Le succès de tous les élèves, des classes d'examen en fin d'année. Ensuite, pour les classes intermédiaires, oui, le travail et le travail encore pour leur passage en classe supérieure. Voilà ce que nous faisons à l'Institut polyvalent Nonfa. Ça ne se fait nulle part ailleurs. Oui, la discipline d'abord, la discipline toujours, la discipline enfin. Parce que sans discipline, il n'y a pas de réel succès. Et discipline, discipline, discipline. Discipline, discipline, discipline. Discipline, discipline, discipline. Discipline, discipline, discipline. Succès, succès, succès. Alors, chers élèves, vous êtes informés qu'à l'Institut polyvalent Nonfa, cette année, c'est la quête de l'excellence. L'Institut polyvalent Nonfa, une autre vision de l'éducation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi
Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Oui, c'est-à-dire, nous fallait vous parler de scènes de guerre hier au tribunal de première instance de Bonanjo. Voilà. Les téléspectateurs ont pu le constater à travers les images amateurs qui ont été filmées dans la salle d'audience, là où la police a sauté sur des hommes, ces différents avocats qui se sont vus être molestés. D'aucuns ont été grièvement blessés. Ils ont déploré l'intervention musclée des forces de l'ordre pour les disperser au moment où ils se mobilisaient pour contester la décision visant à mettre en détention provisoire le confrère soupçonné d'être impliqué dans une affaire de corruption et d'outrage à magistrat. Serge Alain. Cédric Noufele, vous étiez en mission pour Equinox Télévision à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous voyez le président Alassane Dramane Ouattara avec Henri Konan Bédié. Quel commentaire? Il faut préciser également qu'il y a eu la levée du blocus devant la résidence du président Henri Konan Bédié, ancien chef de l'État de la Côte d'Ivoire et chef de file de l'opposition, lui qui a été présenté comme le président du Conseil national de transition, reçu quelques jours plus tard par le président Alassane Dramane Ouattara, des signaux de décrispation politique, mais il faut rester prudent puisque de nombreux opposants sont encore en prison. Cela fait partie des revendications portées par Henri Konan Bédié, lui qui a dénoncé depuis le début du processus électoral la candidature d'Alassane Dramane Ouattara, estimant qu'elle est une violation de la constitution ivoirienne. Et cette rencontre qui va se poursuivre, puisque le président Alassane Dramane Ouattara l'a annoncé, il est artisan du dialogue et il annonce d'autres gestes plus importants pour envoyer des signaux de décrispation du climat politique en Côte d'Ivoire, des attentes qui rejoignent les vœux formulés par l'ensemble des Ivoiriens. Serge Alain. Parmi lesquels le retour de? Certainement de Laurent Gbagbo. Gbagbo. Merci, on espère. Bonne soirée à vous. C'est ici que prendrons fin cet échange avec vous, Cédric. Le rendez-vous il est pris pour demain. 20h. Madame